Alors avant qu'on arrive vraiment à la dépollution, il y a effectivement donc ta première ascension de l'Everest, donc 8848. Bon, j'imagine que c'est un souvenir qui est indélébile dans ta vie, très important. Est-ce que tu peux nous donner, donc il y a les 2 mois de camp de base, il y a voilà un moment qui a été inoubliable dans cette ascension? Ah bah, c'est l'arrivée au sommet, parce que la première fois que j'arrive au sommet de l'Everest, vraiment l'approche, enfin l'accès en fait à cette double qualité qui est la luminosité et l'espace qui sont réunis en fait sur ce sommet de l'Everest. Donc un espace lumineux. Ça, c'est inoubliable. Alors, tu as juste évoqué tout à l'heure les 2 mois d'attente au camp de base. En fait, dans le livre, il y a tout un chapitre sur le camp de base. C'est vraiment une ville. C'est 2 mois avec plein de pays différents. Il y a les nationalités qui picolent, les nationalités qui regardent des films. On imagine, on n'imagine pas du tout ça. On imaginait quelque chose de beaucoup plus sportif. Et toi, tu es avec ta tante un petit peu à part et tu médites, tu dénotes un petit peu. Tu peux nous parler un petit peu de ces 2 mois où on se prépare tout en se divertissant. Enfin, c'est très nouveau pour nous. Ouais, ouais, c'est vraiment, comment on appelle ça, la tour de Babel, hein. En fait, voilà, il y a toutes les cultures qui sont représentées sur un tout petit territoire. Enfin, pas toutes, hein, mais voilà, quelques grandes cultures. Et donc, c'est un lieu comme ça où il y a plein de petites tentes qui sont disséminées sur le glacier, sur la roche, là. Et donc, chacun vit son quotidien avec ses habitudes, hein, parce qu'en fait, l'humain, il n'arrive pas à se défaire si facilement de ses habitudes. Donc là où il va, il amène son fromage, sa vodka, ses soupes miso. Voilà, ça fait la fête, ça regarde des films. Et puis, ça fume beaucoup de clopes aussi. Voilà, donc ça, c'est plutôt du côté chinois ou tibétain. Et les Chinois et Tibétains aussi jouent beaucoup de jeux d'argent. Donc, ouais, c'est une petite reproduction de nos quotidiens à très haute altitude, hein, avec cette particularité, voilà, qu'on est tous avec des pays et des cultures différentes les uns à côté des autres. Donc moi, ce qui me concerne, j'étais plus dans un isolement, en fait. Je cherchais toujours à m'isoler. J'avais une petite tente à part. Au pied d'un glacier et on m'appelait la panthère des neiges d'ailleurs parce que c'est les autres alpinistes qui m'ont donné ce surnom parce que ils me voyaient jamais. J'étais tout le temps tapis sous ma tente, à part quand il faisait beau pour ramasser les déchets. Et tout d'un coup, en fait, j'avais aussi accès à des informations sur la météo qui venaient directement des chefs d'expédition tibétains, qui avaient un super bon routeur météo et qui en fait annonçaient au dernier moment en fait la date à laquelle ils allaient partir pour le sommet. Et en général, ils me donnaient l'info et il y avait certaines personnes qui savaient que je savais en fait quand serait donné le top départ. Et donc du coup, c'était un peu la panthère des neiges qui apparaît, qui surgit tout d'un coup, puis qui dit rien, mais on sent qu'il y a une intensité dans sa présence parce il va se passer quelque chose. Et généralement, quand on l'a vu, c'est trop tard. Donc, ça, c'est... Alors, comme dernière question, je te demanderais bien de nous parler un petit peu d'une technique dont tu t'es beaucoup servi, dont tu nous as un tout petit peu parlé, qui est le donner-recevoir. Parce que tu expliques là qu'en fait, en Occident, tu es peut-être un peu gêné dans les relations. Qu'est-ce que l'autre me donne? Qu'est-ce que je lui rends? Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce donner-recevoir? Parce que je crois qu'on en a besoin. Oui, alors si on est dans une logique de vouloir l'égalité, de donner exactement la même chose que ce que je reçois ou de comparer ce qui m'a été donné par rapport à ce que j'ai donné, là c'est sûr que ça risque d'être un peu limité comme vision du lien vers l'autre. Moi, ce que j'ai appris en fait en Asie, c'est assez étrange, c'est de faire tout le contraire. C'est-à-dire que tout ce que je ne voudrais pas, qui est en fait comme une forme de lumière noire que j'absorbe et que je prends en fait. Donc c'est prendre le noir pour donner la lumière. Donc c'est le mouvement inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, où on a plutôt tendance à essayer d'en avoir plus pour soi et d'essayer de compter que ça va plus être à notre avantage quand on va donner ou recevoir. Mais là, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est l'absence de peur justement dans le fait de pouvoir prendre tout ce qui est obscur, tout ce qui par exemple toute la
la pollution même extérieure, psychologique ou biologique, ça, peu importe, enfin, prendre toute cette toxicité et en fait et la transformer, la redonner en luminosité vers l'extérieur. Donc ça c'est une pratique qui s'appelle Tonglen en tibétain. Tong c'est donner et len c'est prendre. Donc je prends le noir et je donne la lumière.